Mais on va commencer. Cette soirée, elle sera question de féminisme, antiracisme, politique, intersectionnalité, résistance et résilience. Donc, je m'appelle Erika Campello, je suis co-présidente de l'association Auto-Brésil. L'association élabore des outils de compréhension et d'échange sur les enjeux politiques, sociaux et environnementaux au Brésil. Et nous avons un site d'internet d'information, donc je ne serai pas longue sur Auto-Brésil. On organise un festival des cinémas brésiliens depuis 15 ans. Voilà. Donc je parlais des trois femmes exceptionnelles. Donc je suis très honorée de partager cette table et modérer la table ce soir. Donc voilà, pour Auto-Brésil, vous allez regarder sur le site d'internet, vous allez recevoir plus d'informations. Donc Djamila Ribeiro, qui vient de me rejoindre, elle est philosophe, militante, afroféministe. Djamila, vous êtes en France pour la sortie des 2 de vos ouvrages chez les éditions Anacaona, La place de la parole noire et les chroniques sur le féminisme noir. Vous avez été secrétaire adjointe pour les droits de l'homme et de la citoyenneté à la mairie de São Paulo en 2016 lors de l'administration du maire Fernando Haddad. Fernando Haddad, le même homme politique, a été candidat pour le Parti des travailleurs à la dernière élection présidentielle au Brésil. Tamina Petronio, vous êtes professeur d'histoire, militante antiraciste. Vous étiez une amie proche de Marielle Franco, l'élu de la ville de Rio qui a été assassiné il y a 1 an au Brésil. Vous venez d'être élu député fédéral pour la première fois par le Parti Socialisme et Liberté, le PSOL. Et Laurence Cohen, vous êtes sénatrice du Val-de-Marne, membre du Parti communiste français. Au sein du Parti communiste, vous vous occupez des questions relatives au féminisme et aux droits des femmes. Vous êtes aussi présidente du groupe d'amitié France-Brésil au Sénat. Et vous êtes une des femmes politiques françaises qui connaît le mieux actuellement la situation. Je vous vois préciser. La situation politique brésilienne. Avant de passer la parole à nos invités, je voudrais faire juste une chronologie très rapide, je vais essayer vraiment d'être brève, sur la crise politique qui traverse la démocratie brésilienne depuis quelques années. Elle est située par certains analystes à partir de 2013 avec les grandes manifestations de rue qui au début étaient liées au coût de la vie chère, et qui ont été récupérées par la droite brésilienne et ont été transformées en manifs contre la corruption. Une autre date importante de cette chronologie qui a basculé radicalement la stabilité politique, sociale et économique du Brésil a été le coup d'État perpétré en 2016 contre la présidente élue Dilma Rousseff, qui était élue pour la 2e fois en 2014. Il faut dire que le Parlement qui l'a destitué était majoritairement constitué par des hommes blancs, riches, représentant des groupes des intérêts, comme ce qu'on appelle au Brésil les BBB, la Bible, le bœuf et la balle. Et les partis de la droite traditionnelle du centre-droit brésilien a rompu, à ces moments, avec la destitution de Dilma Rousseff, a rompu le pacte démocratique brésilien. Et la démocratie a commencé à partir en éclat. Ces hommes, la majorité, pas seulement, ont ouvert une droite dépendante d'où est sorti le président élu d'extrême droite, Jair Bolsonaro, une bonne partie de ses ministres. Depuis 6 mois de son investiture, le pays n'a pas connu aucun moment d'apaisement, sans une stabilité politique, économique, sociale
qui n'existait pas auparavant depuis quelques années, depuis 2001 ou 2016. Là, on peut discuter aussi sur les dates. Elle a fait que ça grave. Les tensions aujourd'hui au Brésil sont palpables. Et personne n'est aujourd'hui en mesure d'affirmer que Bolsonaro terminera son mandat. Donc, dans ces cadres chaotiques qui vit la société et les institutions brésiliennes, sachant que le Brésil est un pays, la société brésilienne est marquée depuis toujours par un racisme structurel, une violence accrue et des inégalités aberrantes qui, depuis 2016, sont revenues en force, je demanderai à chacune de nos intervenantes de répondre à 2 questions. Donc, chacune répondra autour de 7 minutes, parce qu'il y a la traduction. La première question, c'est la suivante. Par vos parcours et engagement, je voudrais vous demander comment, à travers les différents courants de féminisme qui vous représentent ici ce soir, vous imaginez un nouveau projet de société pour le Brésil. Donc, je propose de commencer par Djamila, ensuite par Thalia, et j'aimerais, la question à Laurent sera un peu différente, ça serait plutôt comment la France, les politiques français, comme vous, des personnes engagées avec le Brésil, l'Amérique latine, vous pouvez soutenir aussi ces nouvelles formes de construction de société. Merci beaucoup. Boa noite a todas as pessoas presentes. Bonsoir à tous. Primeiramente, eu peço desculpas pelo atraso, a gente pegou um trânsito que não esperávamos. Je vous présente sincèrement mes excuses parce qu'on a été pris dans les embouteillages et je ne m'y attendais pas. Agradeço o convite, esse é o último encontro que eu participo aqui na França. Donc je vous remercie pour l'invitation et c'est d'ailleurs le dernier événement auquel je participe ici en France. Eu cheguei há 10 dias atrás para fazer os eventos dos lançamentos dos meus livros em francês. Donc je suis arrivée il y a 10 jours justement pour présenter, faire le lancement de mes livres en français. Tem sido uma troca bastante interessante. Et ça a été un échange intéressant. Sobre a questão, penso que o primeiro ponto é entender que o movimento feminista ele é um movimento que não é homogêneo. Donc pour répondre à la question, je crois qu'il faut insister sur le fait que le mouvement féministe n'est pas un mouvement homogène. E é um movimento que existem várias correntes do pensamento, existem várias vertentes, como a gente chama. Donc il existe en fait plusieurs courants à l'intérieur de ce mouvement. Penso que, para além da gente deslegitimar correntes ou outras, acho que é mais interessante apontar os limites de algumas análises. Donc je crois qu'au-delà de ces histoires de courants, il faut plutôt montrer les limites en fait des analyses de chacun. Que foi algum apontamento dessas análises feitas por muitas feministas negras, das quais eu parto. Et donc effectivement, les féministes noires dont je fais partie ont montré les limites de certaines de ces analyses. Que são feministas que estão discutindo, de fato, como raça, classe, gênero se entrecruzam e como não dá para pensar essas categorias de forma separada. Et donc nous, féministes noires, nous pensons réellement à la façon dont la race, la classe et le genre s'entrecroisent et comment on ne peut pas les envisager de façon séparée. Então, citando Angela Davis, raça informa a classe. Donc pour citer Angela Davis, la race informe la classe. Gênero também informa a classe. Le genre informe aussi la classe. E é fundamental pensar como que não dá para a gente eleger quais opressões são mais importantes do que outras. Et donc il est important qu'on ne s'autorise pas à élire une oppression qui serait plus importante qu'une autre. Porque todas elas estruturam, são estruturantes da sociedade. Parce que toutes ces oppressions structurent la société. Então, para a gente ter um exemplo, no Brasil, mulheres negras correspondem a 27% da população. Donc pour vous donner un exemple, les femmes noires au Brésil représentent 27% de la population. É a população que tem os mais baixos índices de desenvolvimento humano. Et c'est la population qui a les indices de développement humain les plus bas. E que acaba, infelizmente, estando no topo de estatísticas de violências estruturais e institucionais. Mais malheureusement, c'est la catégorie qui est au sommet en ce qui concerne les violences institutionnelles ou structurelles.
Isso significa dizer que é necessário trazer essas realidades à tona, Donc cela veut dire qu'il est nécessaire de mettre en lumière ces réalités, porque isso inclusive gera demandas de políticas públicas. parce que cela permettra aussi de générer des demandes de politique publique. Então eu penso que a gente pode tentar, né, encontrar pontos de convergências quando a gente entende que pensar feminismos é pensar projetos de sociedades, projetos políticos. Donc je pense qu'il est possible et il faut qu'on trouve des points de convergence, parce que penser les féminismes, c'est penser des projets de société. Porque não tem, no nosso entendimento, não tem como lutar contra uma opressão e reforçar outra. Parce que dans notre compréhension, on ne peut pas être contre une oppression, mais en même temps en renforcer une autre. Porque isso seria reforçar a mesma estrutura. Parce que ce serait renforcer la structure. Então, quando a gente fala de mulheres negras, de população negra, a gente não entende que esse debate é um debate meramente identitário. Donc quand nous parlons de la population noire ou des femmes noires, pour nous ce n'est pas un débat strictement identitaire. Porque quando a gente melhora os índices de desenvolvimento humano de grupos extremamente vulneráveis, Parce que quand on améliore les indices de développement humain de groupes extrêmement vulnérables, a gente melhora os índices de desenvolvimento humano de uma cidade e de um país. et ben dans les faits, on améliore l'indice de développement humain d'une ville et d'un pays. Então não é um olhar, né, como muitas vezes as pessoas pensam, sectário, Donc comme beaucoup de gens le pensent, ce n'est pas du tout un regard sectaire que nous portons. porque as opressões estruturais já criam um sectarismo, colocando um grupo, né, o homem branco heterossexual, como o único que se beneficia das estruturas de poder. Parce qu'en fait, les oppressions, elles créent elles-mêmes un sectarisme en plaçant l'homme blanc, hétérosexuel, au sommet du pouvoir. Então, quando a gente nomeia essas realidades e cria saídas emancipatórias para essas realidades de grupos vulneráveis, Et donc, quand on nomme ces réalités et qu'on crée des sorties émancipatrices pour ces groupes vulnérables, a gente está justamente combatendo uma divisão e um sectarismo que já está posto pelas opressões estruturais. et bien justement, nous combattons une division et un sectarisme qui existent à cause de ces oppressions structurelles. Estou tentando sintetizar aqui. J'essaie de synthétiser ma pensée pour que ça tienne dans les 7 minutes. Penso que hoje no Brasil um debate que é o debate fundamental, é o debate sobre segurança pública. Mais je crois qu'aujourd'hui, le débat qui est fondamental au Brésil, c'est le débat sur la sécurité publique. Um país em que a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado. Dans notre pays, où toutes les 23 minutes, un jeune noir est assassiné. Que tem uma alta taxa de encarceramento da população negra. Ce pays qui a un taux élevé d'incarcération de la population noire. Não tem como a gente não debater com prioridade esse projeto de extermínio da população negra. Et donc on est obligé de voir et de débattre de ce projet d'extermination de la population noire. Isso passa por a gente entender que essa política de guerra às drogas é uma política de guerra à população negra. Et donc pour cela, il faut bien voir que cette soi-disant politique contre les drogues est dans les faits une politique contre la population noire. É uma maneira de criminalizar os espaços periféricos. C'est une façon de criminaliser les espaces périphériques. Ao passo que a gente precisa discutir a realidade dessas mães que estão perdendo os seus filhos sistematicamente. Et en même temps, il faut aussi que l'on discute de la réalité de ces mères qui perdent leurs enfants de façon systématique. 2 anos atrás, houve uma chacina no Rio de Janeiro, que foi conhecida como chacina de Costa Barros. Donc il y a 2 ans, il y a eu un massacre à Rio de Janeiro qui a été connu comme le massacre de Costa Barros. E a polícia atirou 111 vezes contra o carro, matando todos os jovens que estavam lá. Donc la police a tiré 111 impacts de balles contre une voiture où il y avait 5 jeunes noirs dedans. E um ano depois, uma das mães, né, desses jovens morreu de tristeza. Et 1 an après, une des mères de ces jeunes est morte de tristesse. O que é morrer de tristeza? É fundamental a gente debater também com a política pública o adoecimento que o racismo causa psicamente nas pessoas. Donc qu'est-ce que c'est mourir de tristesse? Je crois qu'il est indispensable que les politiques publiques se rendent compte aussi que le racisme peut rendre malade psychiquement et psychologiquement les gens. Então, pensar em interseccionalidade para a gente, que é pensar, né, novamente, como as opressões atuam de formas conjuntas. Donc penser l'intersectionnalité, donc je me répète, c'est penser comment les oppressions agissent de façon coordonnée.
não é meramente um conceito, mas também é uma ferramenta importante na hora de pensar políticas públicas. Ce n'est pas seulement un concept théorique, c'est pour nous un outil indispensable au moment de penser aux politiques publiques. Eu tive a oportunidade de trabalhar como secretária adjunta de Direitos Humanos no município de São Paulo. Donc j'ai eu l'occasion d'être secrétaire adjointe pour les droits humains à la mairie de São Paulo. E ali foram criadas políticas importantes, como para a população LGBT, Et nous avons créé des politiques importantes, par exemple pour la population LGBT, pautando também o debate da política de drogas, et en s'attaquant aussi à la politique contre les drogues, para a juventude negra. pour la jeunesse noire. Mas um programa que foi muito interessante para nós, muito importante, foi o atendimento psicossocial às mães que perderam seus filhos vítimas da violência policial. Et un programme qui a été très important pour nous, ça a été cet accueil qu'on a offert, un accueil psychosocial à destination des mères qui avaient perdu leurs enfants victimes de la violence policière. Então, é mostrar que é possível pensar essas políticas voltadas para esses grupos que são mais vulneráveis. Donc il est possible de penser à des politiques qui sont tournées vers ces groupes qui sont plus vulnérables. Porque só vai estar bom para todo mundo quando estiver bom, sobretudo para esses grupos que vêm sistematicamente sendo violados e não tendo seus direitos à humanidade. Donc parce que en fait tous les groupes en profiteront si ces groupes-là, qui ont eu leurs droits systématiquement violés, leur humanité violée, pourront profiter de ces politiques. Então, para finalizar, é importantíssimo a gente pensar que não tem como a gente eleger, porque muitas vezes a gente fala no Brasil que o debate é de classe. Donc pour finaliser, je crois qu'il est très important, comme on dit souvent au Brésil, qu'en fait il ne faut pas qu'il y ait une prédominance du débat de classe. Claro que ele é de classe, mas é um debate racial e é um debate de gênero. Não tem como a gente separar essas categorias e pensá-las de forma isolada. Donc évidemment c'est un débat de classe, mais c'est aussi un débat racial et c'est aussi un débat de genre, et il est impossible de penser ces catégories de façon séparée. Sobretudo no país que foi o último das Américas a abolir a escravidão. Surtout dans un pays qui a été le dernier des Amériques à abolir l'esclavage. E criou vários mecanismos oficiais, né, para apartar a população negra do acesso à cidadania. Et où il y a eu des mécanismes officiels pour vraiment mettre de côté la population noire et lui lier des accès à la citoyenneté. Então, para nós feministas negras, o debate ele não é de gênero, não é de raça, só de classe, ele é um debate que a gente precisa contemplar todas as opressões estruturais visando um novo projeto de sociedade. Donc c'est pour ça que nous, féministes noires, on ne cherche pas à mettre en priorité le débat de classe, de race et de genre. On associe tout ça ensemble pour créer un nouveau projet de société. Porque quando a gente não pensa nesses grupos, a gente acaba reforçando uma política de morte. Parce que quand on ne pense pas à ces groupes, on finit en fait par renforcer une politique de mort. O que Foucault e o filósofo camaronês Achille Mbembe vai dizer, né, da necropolítica, que é o deixar morrer. Ce que Foucault ou alors Achille Mbembe, ce philosophe camerounais, ont appelé la nécropolitique, c'est-à-dire de laisser mourir. Porque se a gente não pensa saídas emancipatórias para grupos que estão sendo violentados e que estão sendo systématiquement apartados. Parce que si on ne pense pas à des sorties émancipatoires pour ces groupes qui sont systématiquement violentés ou systématiquement mis à l'écart, eles seguirão sistematicamente sendo apartados e violentados. Ils continueront à être systématiquement violentés et mis à l'écart. Então, nomear essas realidades não é criar divisão, muito pelo contrário. Donc nommer ces réalités, ce n'est pas du tout créer des divisions, bien au contraire. É parar com essa visão, com essa tentação de universalidade. C'est au contraire en finir avec cette tentation de l'universalité. Entender que nós partimos sim de pontos diferentes. Donc comprendre que effectivement nous partons tous de points différents. As diferenças não são um problema. Que les différences ne sont pas le problème. As diferenças só são ruins quando elas significam desigualdades. Les différences ne sont mauvaises que quand elles signifient des inégalités. Antes de terminar, eu fui super mal educada, não cumprimentei aqui minha companheira Thalita, estava nervosa quando eu chegar atrasada. Donc, et pour finir, je suis vraiment désolée parce que j'ai même pas pu dire bonjour à Thalia, tellement j'étais en É retard. uma grande companheira de luta, é uma honra estar aqui com você hoje. Donc, qui est une grande compagne de lutte et c'est un honneur d'être à côté de vous aujourd'hui. E na pessoa da Thalita, eu cumprimento toda a mesa. Et donc, en même temps que Thalia, je salue également toute la table. E agradeço aqui a oportunidade. Obrigada. Et je vous remercie pour cette occasion. Merci.
Merci beaucoup, muito obrigada, Djamila. Tá ali, passa a palavra. Olá, boa noite a todos, a todas. Cumprimentar os companheiros da mesa, também na figura da querida companheira Djamila. Merci beaucoup. Non, bonsoir. Donc je remercie Djamila, compagne de lutte. É muito importante esse momento, porque penso que a saída do momento que estamos vivendo necessariamente passa por uma articulação internacional. Donc je pense que ce moment est effectivement très important parce que pour trouver des sorties, cela passera nécessairement par une articulation internationale. Djamila já trouxe vários elementos de como esse momento internacional se expressa no Brasil. Donc Djamila a déjà montré comment ces moments Como esse momento internacional se expressa no Brasil. comment ce moment international s'exprime au Brésil. E, sem dúvida, ele é parte de uma crise civilizatória. Et donc sans aucun doute, ce moment part d'une crise civilisatrice. É uma crise que conjuga drasticamente um aspecto social e econômico com um aspecto ecológico. C'est une crise qui associe drastiquement des aspects sociaux, écologiques. E ao longo da história, a gente pode perceber que crises abrem espaços para reorganizações, para ocupar esse espaço. Et donc, si on prend une perspective historique, on voit bien que les crises, en général, ouvrent des espaces pour trouver d'autres solutions. Isso, por um lado, as feministas, em especial no sul global, têm sido grandes expressões das resistências nesse momento de crise. Et donc, particulièrement les féministes du sud global, elles ont été des grandes voix d'expression pour exprimer leur résistance. Por outro, lamentavelmente, a gente também vê um crescimento muito perigoso da extrema-direita, não só no Brasil, mas como em outros países do mundo. Et malheureusement, on assiste aussi à la croissance de cette extrême droite au Brésil, mais pas uniquement, également dans d'autres pays du monde. E o que a Djamila traz da característica ainda colonial, com marcas da colonialidade do Brasil. Et donc, ce que Djamila apporte de cette trace coloniale, de ce colonialisme qui perdure encore au Brésil. Se o tempo histórico da colonização ficou no passado, a colonialidade é uma marca que precisa ser enfrentada em qualquer horizonte de saída política. Donc si effectivement le colonialisme est quelque chose qui est resté dans le passé, en tout cas la colonialité continue à perdurer, à être quelque chose dont il faut discuter. No Brasil, o poder que hoje foi assumido pela extrema-direita se associa de forma como política de morte a esse passado colonial presente. Donc aujourd'hui, l'extrême droite qui a conquis le pouvoir, elle assume une politique de mort. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão no Ocidente. Donc le Brésil a été le dernier pays à abolir l'esclavage en Occident. A lógica patriarcal que forma o Estado brasileiro. Donc la logique patriarcale qui forme l'État brésilien. O fundamentalismo religioso que se soma a esses dois outros aspectos. Donc il y a aussi le fondamentalisme religieux qui s'associe à ces deux aspects. Nossa desigualdade social que é brutal, somos o 9º país mais desigual do mundo. On a une inégalité sociale qui est brutale, nous sommes le 9e pays au monde au niveau des inégalités. Se appropria e reforça essa história. Et donc tout cela s'approprie et renforce cette histoire. E isso se concretiza no corpo concreto, que é em especial o corpo da mulher negra. Et tout cela se concrétise dans le corps de la femme noire, notamment. Saídas que não reconheçam, portanto, essa memória, essa história de dor, mas também de resistência. Et donc il faut également mettre en avant cette histoire de douleur, mais aussi cette histoire de résistance. Não nos servem. Ah, cela ne serve pas. Porque não emancipam o conjunto da população. Parce que cela en fait n'émancipe pas l'ensemble de la population. Isso inclusive é um recado para um feminismo clássico. Et en fait, ça c'est un peu aussi un message que je transmets au féminisme classique. Por muitas vezes ignorou o que é a realidade das mulheres negras. Parce que
très souvent, ce féminisme a ignoré la pluralité des femmes noires. Enquanto, por exemplo, se lutava pelo direito ao trabalho, no Brasil, por exemplo, Et donc, quand par exemple ces femmes-là luttaient pour le droit au travail au Brésil, o trabalho nunca foi dignificante para as mulheres negras, ao contrário, era a expressão da sua escravização. au contraire, les femmes noires au Brésil, elles ne luttaient pas pour le droit au travail, c'était au contraire l'expression de leur esclavisation. Mas é um recado também para as esquerdas. Mais c'est aussi un message pour les gauches. Não é possível superar esse sistema capitalista que é a barbárie, ao meu ver. Donc ce n'est pas possible de dépasser ce système capitaliste qui est une barbarité, à mon avis, Sem partir de uma ideia de uma classe concreta. sans partir d'une idée d'une classe concrète. No Brasil, a classe trabalhadora ela tem cor, tem gênero e vive em territórios favelizados, militarizados. Donc au Brésil, la classe travailleuse, la classe travailleur, elle a une couleur, elle a un genre et elle a aussi des espaces qui sont les espaces des favelas, les espaces marginalisés. Se a gente pensar o que é o espaço institucional brasileiro, o Congresso Nacional, por exemplo, onde eu sofro, Donc par exemple, si on pense aux espaces institutionnels, comme par exemple le Congrès, où je souffre, é a expressão desse Brasil colonial. c'est l'expression même de ce Brésil colonial. É o ruralista, que é o mesmo barão do café, senhor do engenho, o mesmo colonizador, estamos em terras europeias. Donc c'est le ruralisme, cet ancien baron du café de l'époque coloniale. É também o representante da bancada da bala, que também tem cor e também é da elite, também é proprietário. Donc c'est aussi les représentants de ce lobby des armes à feu qui ont aussi une couleur, qui sont aussi des propriétaires. É o setor financeiro ou da bancada fundamentalista, que também tem cor e também é rico, é da elite. Ça peut être aussi le secteur financier ou alors le secteur... É a bancada fundamentalista, fundamentalismo religioso. ou le secteur des fondamentalistes religieux, qui eux aussi ont une couleur et eux aussi sont riches. Isso, o Congresso Nacional é a expressão da permanência do Brasil colonial. Pour moi, le Congrès est l'expression même de ce Brésil colonial. E eu já vi que meu tempo está passando. Donc j'ai vu que mon temps est déjà passé. Eu acho que a gente vai poder, talvez, aprofundar isso, mas a gente vive um duplo perigo. Mais pour finir, je crois que nous vivons un double danger. Por um lado, um Estado cada vez mínimo no que se refere a direitos. Alors d'un côté, un État de plus en plus minime pour ce qui a trait aux droits. Ou seja, corte de 30% na educação pública. Par exemple, des coupes budgétaires de 30% dans l'éducation publique. A educação pública hoje, com todos os limites que ainda temos, parce que l'éducation publique aujourd'hui, avec toutes les limites que nous avons déjà, a gente tem mais negros na universidade, mais pobres na universidade. Eh bien, nous avons pourtant plus de noirs à l'université, plus de pauvres à l'université. Destruí-la também é destruir o povo negro. Et donc, détruire tout cela, c'est également détruire le peuple noir. Para além de outros elementos como o desmonte da previdência pública, En plus d'autres éléments comme le démantèlement de la prévoyance de la retraite, um programa agressivo de privatizações. un programme agressif de privatisation. E por outro lado, se o Estado é mínimo em direitos, Et d'un autre côté, si cet État il est minime en termes de droits, há um assustador alargamento do Estado penal. il y a un épanchement alarmant de l'État pénal. O Estado mínimo em direitos e o Estado máximo militarizado, Parce qu'on a donc un État minime en termes de droits et un État maximal en termes de militarisation. termino com isso, Et je vais terminer avec cela. se concretizam no mesmo corpo. Et bien, il se concrétise dans un même corps. São mulheres negras que não têm acesso ao SUS, ao Sistema Único de Saúde, à saúde pública, Donc ce sont les femmes noires qui n'ont pas accès au système de santé publique, num país ainda do quartinho de empregada. qui ont encore des petites chambres pour les employés domestiques dans les appartements. São essas mulheres que não vão se aposentar, Ce sont des femmes qui n'auront pas de retraite. são essas mulheres que não vão ter acesso a estudo nem seus filhos, Ce sont des femmes qui n'ont pas eu accès aux études et leurs enfants non plus. e são também as mães das vítimas das balas de fuzil do Estado. Et ce sont également ces femmes-là qui sont les mères des enfants qui sont tués par les balles des fusils de l'État. Só no Rio de janeiro a março, foram 434 pessoas. Donc rien que dans l'État de Rio de Janeiro, de janvier à mars, il y a eu 434 personnes.
assassinadas pelo Estado no Rio de Janeiro, assassinées par l'État uniquement à Rio de Janeiro por meio de violência policial. à cause des violences policières. E não são quaisquer pessoas. Oui. E não são quaisquer pessoas. Et ce ne sont pas n'importe quelle personne. 70% são jovens negros, são pessoas negras, filhos de mulheres negras. 70% de ces personnes sont des jeunes noirs et donc des enfants de femmes noires. Não há possibilidade de saída política frente à extrema-direita sem reconhecer essa tragédia que acontece no Brasil. Et donc ce n'est pas possible de parler de politique sans reconnaître cette tragédie qui se passe actuellement au Brésil. Mas a resistência, porque nunca foi fácil para nós. Mais la résistance existe parce que ça n'a pas toujours été facile pour nous. Bon, merci beaucoup. Donc, Jamil Tamir, franchement, ça fait chaud au cœur et c'est très fort. Et c'est très important pour nous, Français qui s'intéressent au Brésil, Françaises, Français, Brésiliennes et Brésiliens de France, d'avoir cette voie de pouvoir apprendre avec vous pour comprendre la réalité du pays, même si on essaye de suivre, mais on n'est pas là-bas et vous êtes là-bas. Donc pour nous c'est important et la question du soutien de qu'est-ce que nous pouvons faire d'ici en tant que société civile organisée, quelle solidarité apporter au Brésil. Et cette question aussi, je la partage avec Laurence Cohen qui est sénatrice. Et bon, je l'ai déjà dit, je le répète, une des femmes politiques françaises actuellement qui connaît mieux le Brésil et l'Amérique latine. Merci Laurence pour avoir accepté notre invitation. Je suis très, très heureuse d'être parmi vous et puis je me sens très humble par rapport aux deux interventions qui viennent d'avoir lieu parce que effectivement, même si je m'intéresse à ce qui se passe en Amérique latine et singulièrement au Brésil, je ne vis pas au Brésil et donc je ne vis pas dans ma chair les discriminations qui ont été évoquées devant nous. Mais je veux commencer mon propos par une citation. La citation d'une poétesse noire américaine, Audre Lorde, qui nous disait « Je ne suis pas libre tant qu'une femme reste prisonnière, même si ses chaînes sont très différentes des miennes. » Et cette phrase a été prononcée par Marielle Franco le 14 mars 2018 dans un débat avec des femmes noires, quelques heures avant d'être assassinées. Et cette phrase, je la fais mienne et je pense qu'on peut la faire nôtre. Et c'est pour ça que les deux interventions qui viennent d'avoir lieu entrent totalement en écho avec le combat que je porte en tant que militante, responsable politique d'abord, avant d'être sénatrice. Voilà, j'ai un engagement politique fort et je porte un féminisme lutte de classe. Et ce féminisme lutte de classe, eh bien, il ne hiérarchise pas les combats. Il y a des systèmes d'oppression, le capitalisme, qui exploite les individus, il y a le patriarcat qui est différent du capitalisme, mais ils se nourrissent mutuellement et il y a le racisme. Ce sont trois systèmes d'oppression qu'il faut combattre de la même façon. Et c'est pourquoi quand je me retrouve à une table comme celle-ci, eh bien je me sens tout à fait solidaire et pour moi ce sont mes sœurs de combat. Donc une fois que j'ai dit ça, je pense que la difficulté que nous avons en France, c'est justement de faire appréhender ce qui se passe au Brésil. Moi, je ressens quand même le peu d'engagement, je vais dire, des politiques et singulièrement du gouvernement français. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut quand même analyser l'élection de Bolsonaro pas dans la période récente. Ça a été mûrement échafaudé, ça a été mûrement réfléchi. Et ça a commencé par tout le processus autour de la destitution de Dilma Rousseff. Et quand elle est destituée, en fait, il y a quand même eu tout un combat, énormément de résistance. Ça a été rappelé, elle est réélue en 2014. Et il y a ce processus pour la destituer. Et il y a des résistances, y compris, j'ai eu l'honneur de participer au Tribunal international populaire pour la démocratie, où j'ai été jurée, la seule jurée française, où il y a eu un procès
où on a mis effectivement en exergue les accusations dont elle était victime et où on les a toutes déconstruites les unes derrière les autres parce qu'elles ne pouvaient pas être accusées de corruption, il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. C'était vraiment un coup d'État institutionnel. Et si vous vous rappelez, parce que je pense que si vous êtes ici, c'est parce que vous suivez l'actualité en France, à ce moment-là, il y a très peu de journaux qui parlent du coup d'État institutionnel, y compris, je ne vais pas donner de titre, y compris des journaux qui sont réputés pour être très objectifs. La situation au Brésil est dépeinte comme il y a des problèmes de corruption, Dilma Rousseff est destituée, et hop, on passe à autre chose. Or, c'est vraiment un coup d'État institutionnel. Et à partir de là, il faut mener une bataille. Moi, j'essaye en tant que parlementaire, et vraiment pas seule, mais nous ne sommes pas très nombreux, à faire en sorte qu'il y ait des femmes et des hommes, au-delà de leur appartenance politique, qui se dressent contre ce coup d'État institutionnel. Et quand je retourne au Brésil plus récemment, l'été dernier, il y a cette campagne électorale, je suis frappée par la vitalité, le dynamisme des associations féministes, des associations LGBT, des mouvements pour les droits humains qui sont vraiment vent debout parce que entre la destitution de Dilma Rousseff et la politique qui est menée avec Temer, je vous le rappelle, c'est que c'est la reprise en main de toute la politique sociale qui a été menée depuis là. Parce que j'allais dire pour ces gens-là, eh bien c'est insupportable qu'une politique sociale puisse se développer dans un pays comme le Brésil parce qu'ils veulent récupérer absolument tout ce qui peut nourrir leur profit personnel. Et ce sont vraiment de très grands propriétaires terriens. Ils sont appuyés par des politiques qui défendent essentiellement leurs intérêts. Donc il est insupportable de développer une politique sociale et tout ce qu'a porté Lula doit être détruit, tout ce qu'a prolongé Dilma Rousseff dans une situation particulière doit être détruit. Et donc c'est un véritable rouleau compresseur qui a lieu. Et je trouve qu'il y a une responsabilité à ce moment-là des gouvernements occidentaux, européens, etc. Parce que alors qu'on sent monter quand même petit à petit une violence, qu'on sent monter Bolsonaro, là encore, il y a peu de protestations. Et moi je suis extrêmement inquiète parce que je considère qu'aujourd'hui, un peu partout dans le monde, on se sert de l'extrême droite et des partis d'extrême droite pour faire peur. Je pense par exemple en ce moment à la campagne des européennes où il n'y aurait que deux candidats, Macron et puis Loiseau et Le Pen. Donc on fait peur aux gens pour les empêcher finalement de participer à une réflexion et de faire vivre la démocratie et la pluralité politique. Alors c'est moins grave dans un pays comme la France au moment où je parle, mais je trouve que ça se développe et ça doit attirer notre attention parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de dirigeants d'extrême droite qui ont été élus en Europe. Et puis on peut être aussi inquiet de ce qui se passe aux États-Unis avec Trump et avec toute la remise en cause des droits. Donc ça, je tenais absolument à le souligner. Et la politique qui est menée au Brésil par Bolsonaro, elle s'en prend aux droits des femmes parce que l'émancipation humaine, elle passe par la libération des femmes. Donc reprendre tous les droits qui ont été acquis de haute lutte, c'est primordial pour Bolsonaro et pour tous ceux qui le soutiennent. Et ça va être dur de chuter. Donc c'est pour ça que la politique qui est menée s'en prend quand même singulièrement effectivement aux droits des femmes. C'est quand même frappant de constater que dans son gouvernement il n'y avait plus de ministère, qu'il n'y avait plus de femmes qui étaient ministres. Donc il y a toute une politique qui est menée avec un point très fort aussi des religions. Et en France, ça a commencé un petit peu à se réveiller au niveau de ce qui se passe au Brésil, mais de manière très faible. Moi, j'ai été à l'origine de plusieurs appels de parlementaires pour essayer un petit peu de réveiller les consciences et de faire en sorte qu'il y ait un rassemblement pour défendre les droits humains au Brésil. Et petit à petit, il y a eu effectivement une petite
prise de conscience, mais je dirais assez faible. Et j'en donnerai un exemple, ça va être peut-être un petit peu caricatural et je m'en excuse, mais comme il doit me rester 1 minute, je vais chuter sur quelque chose qui peut paraître caricatural mais qui est essentiel. Je viens d'apprendre que dans quelques jours, c'est-à-dire le 5 juin, il va y avoir le MEDEF français qui organise un colloque pour voir finalement comment développer des marchés entre la France et le Brésil. C'est-à-dire que finalement l'argent n'a pas d'odeur. C'est pour ça que je referme la boucle que j'avais en quelque sorte ouverte. C'est extrêmement important de combattre du même pied le système capitaliste et tous les intérêts économiques qui sont entre les mains d'une caste de privilégiés, le système patriarcal et le racisme. C'est la même lutte qui doit nous unir si on veut effectivement bâtir une société d'émancipation humaine où chacune et chacun est respecté, quel que soit son sexe, la couleur de sa peau, son engagement, etc. Donc voilà, pour les 7 minutes, ce que j'avais envie de dire, même si j'avais envie de dire encore beaucoup de choses. Merci beaucoup, Laurence. Je voudrais faire un deuxième tour de questions, pareil. Mais avant, je voulais juste préciser que cet forum organisé pour MEDEF est accueilli à Bercy par le ministère de l'économie française. Donc l'État accueille le gouvernement de Jair Bolsonaro de l'extrême droite brésilienne. Juste une incise, je vais faire un courrier quand même. Merci beaucoup. On compte sur vous. Donc on parle de politique, on parle de la vie de la cité, on parle de démocratie. Même si nous pouvons avoir toutes et tous des critiques sur le système démocratique représentatif, il est encore celui qu'on a. Et donc moi j'ai une question à vous, 3 femmes politiques, 3 femmes qui participent de la vie de la cité. Comment réconcilier les citoyens et les citoyennes avec la politique au Brésil et en France? Comment reconstruire les liens de confiance entre citoyens, citoyennes et la politique et la démocratie? Pourquoi je pose cette question? Parce que lors des élections présidentielles au Brésil en 2018, les dernières présidentielles, les taux d'abstention plus le vote blanc et nul ont atteint 42 millions de voix. Les plus importants depuis les élections de 1989. Pour vous donner un ordre d'idée, Bolsonaro a reçu au deuxième tour, il a eu comme voix 57 millions de voix et Fernando Haddad 47 millions. Donc 42 millions de Brésiliens n'ont pas choisi au deuxième tour au Brésil. En France, l'élection d'Emmanuel Macron aussi a été marquée par un taux d'abstention record. Jamais depuis 1969 il n'avait augmenté entre le premier et le deuxième tour des élections présidentielles. Et ici, nous vivons dimanche prochain les élections européennes, ici en France. La France est majeure dans tous les autres pays européens, ici aussi, et le nombre d'abstention. Donc, comment fait-il? Je sais que je vous donne entre 5 à 7 minutes, mais bon, on essaye de chercher sur cette question parce que je pense qu'elle traverse quand même la vie, le système démocratique dans lequel nous vivons, un peu partout à travers la planète. Bom, o fato da mídia no Brasil também não ser democratizada. Donc le fait aussi au Brésil que les médias ne soient pas démocratisés, isso fez com que o discurso de criminalização do Partido dos Trabalhadores e da esquerda em geral, cela en fait a renforcé le discours de criminalisation du Parti des travailleurs et de la gauche en général, fosse discurso que não foi possível de ter contra-narrativas dentro da própria mídia brasileira. Et en conséquence, en fait, on n'a pas réussi à avoir de contre-récits, d'autres points de vue à l'intérieur de ces médias. No Brasil, é importante ressaltar, metade da população não tem acesso à internet. Donc il est important de rappeler qu'au Brésil, la moitié de la population n'a pas accès à Internet. Então, grande maioria da população se informa pela televisão. Donc une grande majorité de la population s'informe grâce à la télévision.
E por conta de não ser uma mídia que não foi, né, democratizada, a gente tem poucos canais abertos. Et donc, puisque les médias n'ont pas été démocratisés, nous avons peu de chaînes de télévision qui sont ouvertes et gratuites. E acabam sendo um monopólio, né, inclusive do discurso. Et donc, ce monopole des médias finit par engendrer un monopole du discours. Penso que esse debate da democratização das mídias é um debate extremamente fundamental e urgente. Et donc, je pense que le débat autour de la démocratisation des médias, c'est un débat fondamental et très urgent. Porque mesmo na internet acaba tendo um monopólio das grandes empresas. Parce qu'en fait, même sur Internet, on finit par avoir un monopole des grandes entreprises. Uma outra questão importante, acho que muitas vezes a gente tem resistência em dialogar com pessoas religiosas. Et donc, un autre aspect important, c'est que c'est vrai que très souvent, on a une certaine résistance à dialoguer avec les personnes religieuses. Mas é importante ressaltar que hoje no Brasil a religião negra é a religião evangélica. Et il est important de rappeler qu'au Brésil, la religion de la population noire, c'est la religion évangélique. E que existem grupos fazendo trabalhos muito importantes nesse sentido, mas que às vezes eles encontram resistência até por parte de alguns setores da esquerda. Et donc, il y a des groupes qui font un travail très important auprès de ces populations noires évangéliques. Malgré tout, ils reçoivent une certaine résistance de la part, y compris de la gauche. Eu tive contato há algum tempo atrás com as feministas cristãs. J'ai été en contact il n'y a pas très longtemps avec ce qu'on appelle les féministes chrétiennes. No primeiro momento pode parecer algo inconcebível. Et même si au premier regard cela peut paraître difficilement conciliable. E também com a frente de mulheres evangélicas pela descriminalização do aborto. Et j'ai également été en contact avec les femmes évangéliques pour la décriminalisation de l'avortement. E entendi quanto que é fundamental o trabalho que elas fazem, porque elas vão conversar com mulheres periféricas. Et j'ai compris en fait à quel point leur travail était fondamental, parce qu'en fait elles vont discuter avec les femmes qui habitent dans la périphérie. E que acabam também, elas ficam num lugar, né? Porque elas estão atacadas também pelas igrejas. Et en fait, elles aussi, elles finissent par être dans un espace de non-lieu, parce qu'elles sont attaquées par leur propre côté, par l'Église. E muitas vezes o trabalho delas acaba não sendo um trabalho que a gente impulsiona ou cria rede de alguma forma. Et au final, le travail qu'elles font, on ne l'encourage pas forcément, ou alors on ne fait pas forcément un réseau avec elles. Eu penso que não tem como a gente negar essa realidade. Mais alors que moi, je pense qu'on ne peut pas nier cette réalité. E entender que o poder das igrejas hoje no Brasil, né, como já foi dito aqui muito bem, é um poder que está muito presente na política institucional hoje. Sachant que le pouvoir des églises, comme vous l'avez très bien dit, c'est un pouvoir qui est extrêmement présent dans les institutions aujourd'hui. Eu acho que é muito importante quando a gente tem figuras, né, ligadas à igreja pautando um debate progressista. Et je pense que c'est important qu'on ait des figures qui soient liées à l'Église et qui insistent pour faire un débat sur des questions progressistes. Outro fator é, de fato, reconhecer, né, e valorizar e apoiar tantos trabalhos que são feitos no Brasil. Et donc je crois qu'il faut aussi reconnaître, appuyer, valoriser tous les travaux qui sont faits au Brésil. Existem hoje no Brasil vários grupos de jovens na periferia que estão discutindo essas questões, que estão se organizando. Donc il existe aujourd'hui un grand nombre de groupes de jeunes de périphérie qui s'organisent et qui discutent de ces questions. Fazer o trabalho de olho no olho, que é um trabalho, às vezes, muito mais difícil, mas quanto que é importante a gente remontar as bases mesmo. Et en fait, ils font un travail yeux dans les yeux, face à face. Donc c'est très difficile, mais je crois que c'est vraiment un travail de base. De fato, de conversar e dialogar com as pessoas. Qui est le fait de discuter, de dialoguer avec les gens. Também o Brasil é um país que, na sua própria formação, né, enquanto Estado, parce que aussi, il faut se rappeler que le Brésil, dans sa propre formation en tant qu'État, criou tantas estratégias para que a gente não tivesse contato com a nossa realidade. En fait, cet État brésilien a créé tellement de stratégies pour que nous n'ayons même pas de contact avec notre propre réalité. Que faz com que esse fenômeno, né, ele não é um fenômeno novo, né, do brasileiro não ter uma noção concreta do que se passa no país. Et donc ce n'est pas un phénomène nouveau, le fait que les Brésiliens
Algérien n'ait pas forcément de notion concrète de ce qui se passe dans son pays. São diversas faces desse mesmo processo de alienação. En fait, ce sont divers visages de ce processus d'aliénation. Um país que foi fundado sobre o mito da democracia racial e que negou a existência do racismo durante tanto tempo, Parce que dans ce pays qui s'est fondé sur le mythe de la démocratie raciale et qui a nié pendant tellement de temps les problèmes raciaux, não é espantoso que a gente tenha ainda no Brasil grande parte do povo brasileiro que ainda sequer conhece quais foram as bases pelas quais aquele país foi fundado. et ce n'est pas étonnant qu'on ait une grande partie de la population brésilienne, noire brésilienne, qui ne sache même pas les bases sur lesquelles l'État s'est fondé. É claro que a gente vive um momento hoje extremamente difícil, a Thalia trouxe muito bem o corte na educação pública. Donc nous vivons en ce moment un moment très difficile. Vous avez tout à l'heure parlé des coupes budgétaires dans l'éducation. Eu fui professora da rede pública em escolas de periferia Donc j'ai moi-même été professeure dans une école publique de périphérie. e, de fato, é um projeto para criar mão de obra para a burguesia. Et dans les faits, en fait, ce projet, ça vise à créer une main-d'œuvre pour la bourgeoisie. Dei aula de escola do Estado, em São Paulo, escolas estaduais em São Paulo, Donc à São Paulo, je donnais des cours dans des écoles publiques d'État. e, de fato, essa experiência só reforça o que o Darcy Ribeiro já disse, que a crise da educação no Brasil não é uma crise, de fato, é um projeto. Et donc, en fait, ce que ça m'a amené à penser, c'est que la crise de l'éducation au Brésil, ce n'est pas une crise, c'est un projet. Que faz com que muitos sujeitos não se reconheçam dentro de situações em que eles estão sendo violentados. Et c'est ça qui fait que beaucoup de sujets, en fait, ne se reconnaissent pas dans des situations lorsqu'ils sont violentés. E faz com que eles reproduzam o discurso dos quais eles mesmos são vítimas. Et en fait, c'est ça qui fait qu'ils finissent par reproduire le discours dont eux-mêmes sont victimes. Eu penso que não há outra saída a não ser a luta coletiva, na verdade, a continuação desses trabalhos que Donc je pense qu'il n'y a pas d'autre sortie à part les luttes collectives, c'est-à-dire en fait la continuation de ces travaux que estão sendo feitos, que estavam sendo feitos historicamente no Brasil. donc de tout ce travail qui historiquement était déjà fait au Brésil. E algo que muitas vezes me situa é esse contato que eu tenho com as gerações de militantes mais velhas. Et quelque chose qui est très important pour moi, c'est ce contact que j'ai avec la génération de militantes plus âgées. Eu não estou dentro da política institucional, então eu sou uma mulher que eu estou trabalhando, fazendo política de outra forma. Donc moi je ne suis pas une femme qui est à l'intérieur de la politique institutionnelle, je considère que je fais de la politique d'une autre façon. E o que elas ensinam para a gente não perder a perspectiva histórica. Et qu'est-ce que ces femmes historiques m'ont enseigné, c'est à ne pas perdre la perspective historique. Então eu quero muito que a gente resgate as nossas próprias lutas de resistências que foram invisibilizadas. Donc moi ce que je veux, c'est remettre en avant nos luttes historiques qui ont été rendues invisibles. Quero aprender as estratégias quilombolas que fizeram Palmares, por exemplo, existir mais de 100 anos, a coroa portuguesa. Moi j'ai envie d'apprendre les résistances des quilombos, c'est quand l'esclave marron, par exemple le quilombo de Palmares, qui a résisté à la couronne portugaise pendant plus de 100 ans. As diversas resistências dos povos indígenas que também são extremamente invisibilizadas e apagadas no Brasil. J'ai envie d'apprendre aussi les résistances des peuples autochtones, qui eux aussi sont extrêmement invisibles et complètement effacés au Brésil. Que a gente possa resgatar o nosso histórico de lutas e não só visar a Europa como o exemplo de lutas. Parce qu'il faut vraiment qu'on sauve, qu'on préserve notre historique de lutte et ne pas seulement voir l'Europe pour s'inspirer pour la lutte. A gente faz muito isso no Brasil, a gente não valoriza os nossos próprios processos de resistência. Parce que c'est quelque chose qu'on fait beaucoup au Brésil, on ne valorise pas nos propres processus de résistance. E claro, é fundamental a gente reconhecer as experiências de outros lugares, de outros países. Donc évidemment c'est important de reconnaître les apports et les résistances des autres pays, d'autres endroits. Mas para mim muitas vezes é um pouco assustador pessoas conhecerem comunas de Paris. Mais pour moi c'est toujours quand même très étonnant que les gens connaissent très bien l'histoire de la commune de Paris. E ignorar a revolta dos malês e todas as estratégias quilombolas que a gente teve no Brasil. Et ils ignorent la révolte de Malais et toutes les stratégies qu'ont mis en place les quilombos. E dos povos indígenas, que são os povos que vêm resistindo historicamente a todos esses processos de violência do país. Et les luttes des peuples autochtones qui sont des peuples qui historiquement ont résisté à tous ces processus que le Brésil a traversés.
bastava assinar embaixo. Il suffit de signer, je cite ce qu'elle vient de dire. E estava tudo certo. Esse é o dilema que a gente vai precisar enfrentar. C'est le dilemme auquel on doit se confronter. O que aconteceu que em muitos países, mas no Brasil em especial, Ce qui est arrivé, c'est que dans beaucoup de pays, et particulièrement au Brésil, a extrema-direita virou a esperança. l'extrême droite est devenue un espoir. A extrema-direita, com a sua política de ódio, L'extrême droite, avec sa politique de la haine, virou o antissistema. est devenue l'antisystème. A expressão mais velha e mais fiel ao sistema virou antissistema. L'expression la plus ancienne, la plus fidèle au système, est devenue l'expression de l'opposition au système. Ao mesmo tempo, En même temps, a negação da política, c'est la négation de la politique, que vem por meio do apoio à extrema-direita qui vient par l'appui à l'extrême droite, ou por meio de uma abstenção ou de uma ideia apolítica. ou par le développement de l'apolitisme. E é desesperador pensar o que aconteceu para se revisar se foi ditadura ou não, e o povo achar isso natural. Et c'est assez désespérant d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, savoir si c'est une dictature ou pas, si les gens ont accepté ou pas. O que aconteceu para a gente ter agora um decreto de armas que vai aprofundar as mortes por arma de fogo no Brasil e as pessoas quererem mais armas. Qu'est-ce qui est arrivé donc pour qu'on en arrive là, à savoir qu'il y a un décret pour libéraliser les armes au Brésil et que les gens O que appuient ce décret. O que aconteceu para, em média, 7 pessoas serem assassinadas pela polícia no Rio de Janeiro e isso não comover mais. 7 pessoas por dia, em média, no Rio de Janeiro. Qu'est-ce qui s'est passé donc pour que, quand il y a environ en moyenne 7 personnes par jour qui sont assassinées à Rio, qu'est-ce qui se passe pour que les gens ne soient plus émus du tout par ça? O que aconteceu para um coração de uma transexual assassinada ser retirado e colocado uma santa no lugar e isso não virar uma questão internacional. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une transsexuelle qui a été assassinée, on lui a enlevé son cœur et ça ne s'est pas transformé en une information qui a ému le monde entier. Eu falo isso e fico mesmo emocionada porque é algo que mostra a expressão dessa crise civilizatória. Donc je suis très ému en disant ça parce que ça montre vraiment la situation de cette crise de civilisation que nous vivons. E eu queria, por um lado, concordar muito com a questão da democratização da mídia, da gente avançar no debate com as pessoas religiosas. Et donc j'aimerais vraiment montrer mon grand accord avec ce que vient de dire Jamil en ce qui concerne la démocratisation des médias et donc l'action en relation envers les religions et les églises. E tem um elemento da igreja que é um elemento que, em geral, a política institucional erra. Il y a quelque chose par rapport à l'Église où les politiques constitutionnelles se sont trompées. A igreja escuta, L'Église écoute, a igreja acolhe, l'Église accueille, a igreja entende a fome imediata agora, l'Église comprend la fin immédiate maintenant, a igreja dá esperança, l'Église donne de l'espoir, a igreja é fé diante da morte, l'Église, fé diante da morte. l'Église, la foi devant la mort. Diante da miséria, a fé talvez seja a única coisa que salve da dor. Donc face à la misère, la foi est la seule chose qui peut vraiment nous sauver de la douleur. E acho que é uma autocrítica que temos que fazer, e quero fazer junto, me considerando no campo da esquerda. Je crois qu'on doit faire une autocritique en tant que gauche, moi-même, je la fais. As instituições, a política institucional está afastada do que é a vida concreta, por muitas vezes. Les politiques institutionnelles sont trop éloignées de la vie concrète des gens. A negação da política La négation de la politique, não é a responsabilidade do povo que nega a política. ce n'est pas la faute des gens qui nient la politique. Há um entendimento que política é o político.
il y a quelque chose chez les gens qui croient que la politique, ça a à voir avec les politiques. Aquele político que não tem nenhuma relação, muitas vezes, com esse povo. Ces politiques qui n'ont aucune relation avec le peuple. Política é aquele espaço institucional só. La politique, pour eux, c'est cet espace institutionnel. Mas política é preço do pão, Mais la politique, c'est aussi le prix du pain, do transporte le público. transport public. Política é se um jovem vai ter acesso à educação ou não. C'est un jeune aura accès à l'éducation ou pas. Política é se um jovem vai voltar vivo para casa ou não. La politique, c'est si un jeune va rentrer chez lui vivant ou pas. Se quando precisar de um remédio na farmácia popular vai ter ou não. Si quand il a besoin d'un médicament, il va pouvoir le trouver dans la pharmacie. Talvez a principal tarefa desse momento, Peut-être que la principale tâche en ce moment, que tem muito a ver com não esquecer mais a memória do que foi a experiência das quilombolas, a beaucoup à voir avec la réhabilitation de la mémoire de ce qu'ont été les quilombos et les quilombolas, marcada numa lógica comunitária, coletiva, donc marquée par une logique communautaire, collective, das mulheres indígenas, des femmes indigènes, ribeirinhas, des femmes qui vivent sur les rives des fleuves. de devolver a política para o seu lugar, que é o chão da vida, o cotidiano da vida. Donc il faut ramener la politique à sa place, qui est donc le concret, le terre-à-terre des gens dans la vie. E nesse sentido, a relação com o território, Et en ce sens, la relation au territoire penso que tem que ser prioridade nesse momento. doit être une priorité aujourd'hui. Eu hoje estou parlamentar, Aujourd'hui, je suis parlementaire, mas mandatos têm que ser instrumentos mais les mandats doivent être des instruments para tantas resistências já tocadas nos territórios. pour ces résistances dans les territoires. Quantas vezes nosso feminismo, muitas vezes, não é capaz de escutar Combien de fois nous, les féministes, nous sommes incapables d'entendre a mulher negra evangélica da favela? la femme noire évangélique qui vit dans les favelas? Termino com um exemplo rápido. Je vais finir par un exemple rapide. No Brasil, a questão do aborto, por exemplo, La question de l'avortement au Brésil é talvez um dos maiores tabus que tem no Brasil est un des plus grands tabous qui existent pela marca do fundamentalismo religioso. à cause du fondamentalisme religieux. E a gente tem sido incapaz de fazer um diálogo sobre essa questão tão séria que também mata mulheres negras. Nous avons été incapables, nous féministes, Que mata mulheres negras. de mettre en avant cette discussion sur la place publique et qui tue les femmes noires. E pensando na realidade brasileira, Et par rapport à la réalité brésilienne, se a gente vai conversar com uma senhora evangélica, a vida inteira cresceu na igreja, si on va discuter avec une femme noire évangélique qui a toujours vécu au sein de e l'Église, perguntar se ela é a favor da legalização do aborto, lui demander si elle est en faveur de la légalisation de l'avortement, imediatamente vai dizer que não. immédiatement elle va dire non. Mas se a gente avança Mais si on avance, e pergunta se ela conhece alguém que fez um aborto, vous connaissez quelqu'un qui a fait un avortement? ela vai responder sim, que Deus a perdoe. Il dit que Dieu lui pardonne. E se a gente avança Si on avance encore, e pergunta para ela, a senhora queria que ela fosse presa? et vous voudriez que cette personne qui a fait un avortement aille en prison? Ela vai dizer, não, eu quero que Deus a perdoe. Non, non, je veux que Dieu lui pardonne. Se a gente avança e pergunta, queria que ela fosse morta? Si on continue, vous voudriez qu'elle soit morte? Não, quero que Deus a perdoe. Non, je voudrais qu'elle Se avança e pergunta se ela estivesse sangrando, o sistema de saúde deveria atender para garantir a vida dela? Si on continue, si on lui demande à cette dame, et si la personne qui a fait l'avortement, si elle était en train de saigner, est-ce que vous voudriez que le système de santé la prenne en soin? Ela vai dizer que sim. A maioria delas vão dizer que sim. Voilà, la majorité d'entre elles dirait oui. Isso é fazer política no território a partir de uma escuta da realidade concreta de quem vive nesse território e as dores desse Ça, território. c'est faire de la politique dans les territoires à partir de l'écoute de la réalité concrète de la douleur, de la vie quotidienne des gens. É no território que está a C'est quilombola, dans les territoires qu'il y a les a quilombolas, indígena, a favelada, les personnes a trabalhadora doméstica, la famille, o jovem negro assassinado. É no território também que estão as resistências que têm que ser expressão também dos espaços institucionais. toutes ces personnes qui n'ont pas d'expression dans les... A roda de rap, de rima, les robes de rap et de rime, de poésie.
a solidariedade entre as mulheres faveladas. la solidarité entre femmes de favela. E sem a relação com o território, não é possível devolver a política para o lugar dela. Et sans relation avec le territoire, il est impossible de ramener la politique. Não levando nada para esse território, levando a luz para esse território. Donc, on n'apporte rien au territoire sur place. Mas escutando quem está vivendo dor e resistência nesse território. Il faut écouter donc ceux qui vivent dans ces territoires, qui souffrent, Ao lado e muitas vezes atrás dessas pessoas. à côté de ces gens, et parfois Isso é souvent política. derrière. Ça, c'est la politique. Oui, donc faire de la politique, c'est partir des problèmes des gens. Et dans un pays comme la France, être une femme politique, c'est une lutte de tous les instants. Parce que si vous regardez l'Assemblée nationale ou si vous regardez le Sénat, vous verrez qu'on n'est pas à égalité, que la parité, malgré les lois qui ont été adoptées en France, la parité n'est pas encore réelle dans nos institutions. Et je pense que la grande responsabilité des femmes et des hommes de gauche que nous sommes, c'est de redonner l'espoir. Parce que si aujourd'hui, il y a tant de monde, un peu dans tous les pays du monde qui s'abstiennent, c'est parce que, eh bien, en fait, ils ont perdu l'espoir qu'on pouvait changer le monde et qu'on pouvait changer de société. Et que de nombreux responsables politiques ont complètement déçu les populations, se sont engagés sur des programmes sans jamais les respecter. Et c'est ça qui fait la désespérance et qui est finalement le terreau de l'extrême droite qui surfe sur cette désespérance. Donc notre premier combat, et le combat qui doit pour moi nous rassembler, c'est recréer justement cette espérance et faire en sorte de porter ensemble un autre projet de société et mettre en avant plus ce qui nous rassemble que ce qui nous divise. Parce que quand on voit effectivement le début de notre discussion et tout ce qu'on doit combattre, on voit bien qu'on a besoin de se rassembler et qu'on a besoin de combattre ensemble tous les réactionnaires. Et je dois dire, on ne l'a pas signifié dans ce débat jusqu'à présent, mais il y a quand même quelque chose de nouveau qui souffle au niveau mondial. C'est justement les femmes, le féminisme qui a franchi une étape que je trouve considérable, avec MeToo notamment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes ont davantage pris conscience d'une manière beaucoup plus large, quel que soit le pays où elle est née, a pris conscience qu'elle était oppressée par un système, le système patriarcal, et qu'en cela, on était toutes pareilles, on vivait les mêmes oppressions, et que donc on pouvait s'unir et unir nos combats pour faire sauter nos chaînes. Donc ça, c'est un élément d'espoir que je trouve considérable et qui nous rassemble. Et moi, j'ai été très frappée aussi quand je suis allée au Brésil et d'une manière générale en Amérique latine, et avec Autre Brésil, avec France Amérique latine, avec Geneviève Garridos, Amnesty International, de voir la vitalité des femmes en Amérique latine. Parce qu'elles subissent des coûts considérables, mais elles ont une potentialité de lutte absolument magnifique. Et je pense notamment aux femmes autochtones qui sont victimes des barrages. Ce qui se passe en Amazonie en ce moment, c'est catastrophique. On parle du climat, etc., mais ils sont en train de raser les forêts. Et les femmes sont en première ligne sur ce combat. Les femmes portent la terre-mère, elles sont vraiment au plus près des réalités de notre planète. Donc, tout ça sont aussi des facteurs, je trouve, d'espoir. Et dans notre pays, évidemment, au niveau de la France, je suis d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on doit partir de sa culture, de son histoire. Mais j'attire quand même votre attention, c'est que regardons ensemble ce qui se passe au niveau de l'éducation à l'école et au niveau de ce qui est cassé au niveau des programmes scolaires. Parce que quand on pense qu'il y a effectivement une diminution peut-être de l'élévation, de la culture, on va dire, politique, eh bien c'est parce qu'il y a beaucoup moins d'histoire, en tout cas elle est très orientée, et on casse complètement la philosophie, c'est-à-dire les potentialités qu'on peut avoir d'exercer notre esprit critique
politique. Donc il faut reprendre tout ça en main, et ça existe dans tous les pays du monde. Alors, moi, ce que je porte, en tout cas, au niveau de la France, c'est de faire en sorte que dans les institutions, qu'il faut changer. Parce que moi, si on m'interroge, je ne peux pas donner mon avis, ce serait vraiment très prétentieux de donner mon avis sur les institutions brésiliennes. Mais je peux porter un avis sur les institutions françaises. Et la 5e République, elle a fait son temps. Il faut l'avènement d'une 6e République avec une proportionnelle et avec quelque chose qui est vrai en France, mais qui est vrai dans tous les pays du monde, et c'est là-dessus que je vais chiffrer, rassure-toi, c'est que, en fait, si les gens s'abstiennent aussi nombreux, c'est aussi parce que les femmes et les hommes politiques ne les représentent pas. Et les femmes et les hommes politiques ne les représentent pas parce qu'il faut aussi réfléchir à permettre aux femmes et aux hommes d'avoir des responsabilités politiques. Et pour un pays comme la France, par exemple, il faut absolument mettre en avant le statut des femmes. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez au Sénat ou si vous allez à l'Assemblée nationale, il y a une majorité effectivement d'hommes blancs, plutôt cinquantenaire. C'est un peu rajeuni à l'Assemblée nationale, mais pas vraiment au Sénat, un petit peu peut-être, mais bon. Si vous voulez, en tout cas au niveau de l'origine sociale, c'est une origine sociale qui n'est pas à l'image de nos quartiers. Donc pour que les femmes et les hommes puissent exercer un mandat électif, eh bien, il faut permettre d'avoir un statut d'élu qui les reconnaît, qui leur permet d'avoir cette activité et puis ensuite de retourner à la vie professionnelle. Donc voilà, il y a un certain nombre d'outils à mettre en avant, à porter, et ça c'est vrai en France et c'est vrai avec des particularités dans les autres pays. Donc moi, quand je me retrouve au Sénat, une institution qui est quand même, on dit la Haute Assemblée, c'est une vieille dame honorable, le Sénat, je peux dire comme ça, eh bien en tout cas, j'ai l'impression, et c'est ce qui me porte, et c'est ce qui continue à me faire avancer, j'ai l'impression, en tout cas, d'essayer de porter la voix de celles et ceux qui se battent sur le terrain et avec qui je suis en osmose pour effectivement chambouler et empêcher les réformes qui sont aujourd'hui mises en œuvre en France et qui se retrouvent dans les autres pays, y compris au Brésil, parce que ce qu'a dit mon ami, camarade, sort de combat sur toutes les remises en cause, sur la retraite, sur le droit au travail, etc. Je pense que ça vous rappelle une petite musique de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. C'est pour ça que, en fait, nos luttes sont communes. Merci beaucoup. Je suis vraiment très touchée, très heureuse au nom de toute l'équipe d'Auto-Brésil d'avoir pu participer et organiser ce débat. Je voulais remercier particulièrement la mairie du 18e qui nous accueille, à la personne de Madame Dominique Lemoine et Monsieur Grégoire Juan et le maire Éric Lejoindre qui nous ont accueillis dans cet bel endroit. Nous sommes très très heureuses d'être là. Merci beaucoup, Madame. Je voulais saluer Geneviève Garrigos par ce combat. Non, mais c'est une camarade de lutte, une compagnère de lutte depuis 2003. On travaille beaucoup ensemble, donc c'est toujours un grand plaisir. Je voulais également saluer les éditions à la Caronne et Paul pour son immense travail sur la littérature, les essais brésiliens, les traductions qu'elle fait en France, avec beaucoup de courage. Merci beaucoup. Et c'est elle qui nous a permis d'avoir ces rencontres avec Djamil et à traduire ces 2 ouvrages en français. Merci beaucoup. Bon, mes camarades d'Auto-Brésil qui sont toujours là à organiser des choses au pied levé. Et vous rappelez que le 5 mai, nous organisons encore une rencontre. Merci. Le 5 juin, nous organisons aussi, il a le groupe du MEDEF, il y a plusieurs groupes qui vont organiser des sit-ins, il y aura des lettres et tout ça qui sont en cours. Mais le 5 mai aussi, Auto-Brésil a le plaisir d'accueillir Manuela Dávila, qui était candidate à vice-présidente du Brésil. Donc vous êtes toutes et tous conviés. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de vous donner la parole en respect que je voulais remercier également
les salariés, les fonctionnaires de la mairie du 18e, il faudra qu'ils quittent la salle. À 20h30, il faut que la mairie soit fermée, donc malheureusement. Et la dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est des phrases que j'ai apprises avec des féministes latino-américaines qui disent toujours « La révolution sera féministe avec plan DS ou elle ne sera pas ». Bonne soirée.